OK. Jusqu'à date, on a vu l'énergie en général, donc la capacité de faire un travail. On a vu le travail qui était un transfert d'énergie, donc les deux définitions dépendent l'une sur l'autre. On a vu deux types d'énergie, l'énergie cinétique, quelque chose qui est en mouvement, donc une masse qui a une vitesse. On a vu l'énergie potentielle gravitationnelle, donc une masse qui est dans un champ gravitationnel qui a la capacité de tomber. Elle est capable de gagner de l'énergie cinétique en tombant, en faisant un échange. On a vu la conservation d'énergie, qui nous dit que l'énergie ne peut jamais être détruite ni créée, elle peut seulement être convertie ou transférée. On peut juste la bouger d'une place à l'autre, d'une forme à l'autre. Maintenant, on va avoir un nouveau concept, la puissance. La puissance est un petit concept qui va parler de l'énergie. C'est une façon de décrire le taux du transfert d'énergie. Donc, comment vite est-ce qu'un travail peut être fait? Pour vous donner un exemple, pensez à deux personnes qui sont en train de déménager. Donc, il y a quelqu'un à déménager. Les deux vont prendre une boîte de 10 kg, vont l'amener dans l'appartement de leur ami. Il doit prendre une masse, il doit la monter, donc il doit donner de l'énergie potentielle gravitationnelle. Il doit faire un travail pour l'amener en haut des escaliers. Ça prend un certain montant d'énergie pour faire ceci. C'est quoi la différence entre Dwayne The Rock Johnson, qui est en train de faire ça, et Mitchos? Hein? Comment est-ce qu'un est différent de l'autre dans ce contexte? Les deux sont probablement capables de l'amener jusqu'en haut, mais il y en a un qui va être capable de le faire d'une façon plus facile, disons, que l'autre. Évidemment, ça va être Mitchos. Sure. La puissance, ça décrit le taux du transfert d'énergie. Donc, par définition, là, la puissance P, on utilise un grand P ici, ça va être un travail qui est fait par rapport au temps. Donc, quand on parle de puissance et on compare Mitchos et Dwayne The Rock Johnson, bien, The Rock est capable de le faire beaucoup plus vite. Il va le faire sur un temps plus petit. Il va être capable de monter ça, il va le faire comme c'est pas difficile. Il va être capable d'appliquer une plus grande puissance, de développer une plus grande puissance que Mitchos. Lui, ça va lui prendre 15 minutes, tandis que The Rock, ça va lui prendre 3 minutes. Il peut courir, puis il s'en rendrait même pas compte qu'il est en train d'amener une grande boîte. Donc, plus grand est la puissance, plus vite que tu peux faire un travail. Donc, on va voir d'autres définitions ou d'autres dérivations de cette équation bientôt. Mais pour l'instant, la définition, c'est le taux. Donc, le taux, ça veut dire par rapport au temps du travail. Comment vite est-ce que tu peux effectuer un travail? Une des premières unités de mesure de la puissance était le cheval vapeur, horsepower. La raison était que dans le temps où on voulait mesurer comment efficaces étaient certains outils, on les comparait souvent aux outils qu'on utilisait le plus souvent, le cheval. Donc, quand un fermier travaillait son terrain, il voulait semer, il voulait tourner tout son terrain, toute sa terre, il utilisait un cheval. Donc, on basait notre système de puissance sur le travail qu'un cheval pouvait faire sur un montant de temps. Donc, combien de travail est-ce que le cheval peut faire par unité de temps? Par définition, le cheval vapeur, donc si on prend les unités maintenant de nos jours, c'était le suivant. Ils ont dit, ben, on va voir c'est quoi la moyenne qu'un cheval peut faire en travail par rapport à une unité de temps. Donc, ils ont pris une certaine masse, ils ont pris une masse d'environ 75 kg, qui est environ la masse d'un homme, une personne moyenne. 75 kg, puis on dit, ben, quel travail est-ce qu'il doit être fait pour monter cet homme d'1 mètre en 1 seconde? Donc, ça, c'est la définition de un cheval vapeur. Donc, j'ai la masse d'un homme, champ gravitationnel, MGH, là, il va monter de 1 mètre pendant 1 seconde. Ça, c'était la définition de un cheval vapeur, horsepower. Donc, ça revient à 735,75 kg mètre carré sur seconde cube, ou des kilogrammes mètre par seconde, c'est des newtons, qui revient à des newtons mètre par seconde. Donc, les unités, qui n'inquiétez pas, c'est bien les connaître, là. Mais la raison qu'on utilisait les chevals vapeur, c'est qu'un jour, on a commencé à développer des machines à vapeur. Hein, les premiers engins étaient à vapeur. Maintenant, c'est à combustion ou même des moteurs électriques. On voulait comparer. Si une voiture, là, les nouvelles voitures qui sortaient, le Ford ou peu importe les premières, vous connaissez des voitures, ils voulaient comparer à ce que les fermiers, les personnes utilisaient généralement. La majorité des personnes avaient des chevals, pas des voitures. Donc, on voulait comparer. Ben, ma voiture que je vais te vendre, c'est aussi bon que 1, 2, 3, 4 chevals, des horsepower. Maintenant, on parle de camions qui ont quoi, 50, 60, centaines de horsepower. Dans ce temps-là, tu peux voir des clips que les personnes disent « Ah, it's got 5 horsepower ». Puis c'était considéré beaucoup. Tu as une machine qui fait le travail de 5 chevals. Donc, cette leçon d'histoire, c'est faite. Je peux vous montrer qu'en physique, là, plusieurs de nos concepts sont basés sur ce qui est utile à l'homme. On utilise des mètres et des secondes. On avait déjà expliqué pourquoi. 1 mètre, c'est environ ça. On peut voir dans la tête, on peut avoir une idée de c'est quoi 1 mètre. Tandis que quand on parle de
des kilomètres, des hectomètres, des pentamètres, des millimètres, c'est un peu moins facile à considérer dans notre tête. Hein? Si tu penses à 1 kilomètre, c'est quoi? Ben, c'est la distance entre ici et un autre point quand même assez loin. Conceptualiser ça, c'est pas facile. Similairement, les heures. OK, compte-moi c'est quoi une heure. Là, tu vas être là, tu vas compter des secondes jusqu'à temps que tu es rendu à 1 heure. C'est pas évident, tu vas avoir une grande erreur. Tandis que je te dis compte des secondes, tu peux taper ton pied moindrement à un rythme de 1 seconde à la fois. Donc, on utilise des points références, disons des référentiels, utiles à l'homme. Juste comme ici, on avait le horsepower. Maintenant, on va parler d'une puissance qui va être une unité de mesure qui est le watt. Donc, le watt va nous décrire la puissance d'un objet. Donc, maintenant, on peut parler d'un contexte un peu plus moderne. Pensez à une ampoule. Une ampoule électrique va dispenser de l'énergie. Ce n'est pas un travail mécanique, il n'y a pas de mouvement ici, c'est un rayonnement électromagnétique. Donc, ça rayonne, ça envoie de la lumière, mais ça va être en train de dépenser de l'énergie pour émettre de la lumière. Ça, c'est de l'énergie qui est donnée à des ondes électromagnétiques. C'est un peu différent, mais pensez-y, c'est quand même un travail qui est fait. On donne de l'énergie à une salle en lui donnant de la lumière. Ça prend un certain montant de temps. Donc, combien de lumière par unité de temps, ça nous donne le watt ou la puissance de notre ampoule. Donc, la puissance est mesurée en watts. Pour watt, comme n'importe quelle autre unité de mesure qu'on va utiliser en physique, quand c'est nommé d'après un scientifique, c'est toujours une lettre majuscule. Okay? Le Newton, c'est nommé après Newton. Joule, c'est nommé d'après le scientifique Joule. Le watt aussi, c'est une unité de mesure basée sur un scientifique, nommé d'après un scientifique, et donc on utilise une lettre majuscule. Une définition plus moderne de la puissance, on utilise le watt. Le watt, par définition, lui, c'est 1 joule par seconde. Donc, quand on dit que quelque chose a 1 watt de puissance, il est capable de donner 1 joule d'énergie à chaque seconde. 1 joule d'énergie, c'est pas grand-chose. Donc, souvent, au lieu de parler de watts, on va parler de kilowatts. Des kilowatts, c'est 1000 watts. Hein? Donc, ça serait 1000 joules par seconde. Donc, dépendant du contexte de ce qu'on est en train de faire, ça se peut qu'on se soit plus utile d'utiliser des kilowatts que des watts. De la même façon que des fois, on va utiliser des kilomètres pour décrire des distances au lieu des mètres. Ça ne change pas le fait que l'unité de mesure standard est le watt. Pour les autres petites variations de cette équation, on va voir le suivant. Donc, une qui est très, très similaire. Un travail, ça veut dire qu'il y a eu un changement d'énergie. Donc, s'il y a un changement d'énergie par rapport à un temps, on sait qu'il y a une puissance associée. Donc, travail, c'est la même chose qu'un changement d'énergie. Un travail, c'est égal à delta E, le changement d'énergie. Donc, voici deux équations qu'on utilise. P égale W, travail sur temps, et P égale changement d'énergie sur temps. Une autre qu'on va aller voir est la suivante. Donc, un travail, c'est une force qui agit sur une distance. On est d'accord? Je vais sortir ma force, je vais l'enlever ici. Là. Delta D sur delta T. Un changement de position par rapport au temps, ça, c'est une vitesse. Donc, la puissance peut aussi être décrite par une force fois une vitesse. Donc, une force qui est en train d'agir à un certain taux, sur une certaine distance. Donc, je sais que c'est un peu arbitraire, pas arbitraire, mais un peu abstrait, disons. On va faire un exemple de celui-ci, dans les prochains quelques exemples. Donc, pour se souvenir, les trois équations utiles, vraiment la plus utile, c'est la définition générale. L'autre équation, bien, un travail, c'est un changement d'énergie. Celle-ci aussi, on pourrait l'utiliser. Et la suivante aussi, si jamais on connaît la vitesse auquel on est en train d'appliquer une force. Donc, on passe de ça, on va faire quelques petits exemples, puis ensuite, on va passer au rendement. Le premier exemple qui va parler de la puissance est l'exemple d'un ascenseur. Pensez-y classiquement, on parlait d'un cheval qui était capable de soulever une masse à un certain taux, hein, un certain montant de hauteur par seconde, 1 mètre par seconde. Ici, c'est similaire, mais on va parler dans un contexte un peu plus moderne. Donc, on a un ascenseur qui a une masse de 1,3 fois 10 à la 3 kg. Ça c'est l'ascenseur avec les personnes à l'intérieur. Ils nous disent que l'ascenseur va monter de 12 étages, puis ensuite, ils nous donnent c'est quoi la hauteur. Donc, on avait 12 étages, 40 étages, pas important. Il a monté de 40 mètres. Donc, l'ascenseur va monter de 40 mètres en 74,8 secondes. Donc, si moi, je veux savoir c'est quoi le changement d'énergie et l'unité de temps. Donc, il y a différentes façons de le faire ici. Ça revient à la même chose, mais on va le faire de deux différentes façons. Par définition, la puissance, c'est un travail fait par rapport au temps. C'est un taux de changement d'énergie, un taux de travail. Le travail qui a été fait, bien, mon objet bouge, donc c'est vrai qu'il y a de l'énergie cinétique, mais le travail qui a été fait utile, le vrai travail qui a été fait, c'est oui qu'il est en mouvement, il est en train de monter. Le travail qui a été fait sur l'ascenseur, c'est qu'il était à une hauteur initiale, il a monté à une hauteur finale. Donc, entre
position initiale où ce qu'on imagine qui est immobile, les personnes rentrent à l'intérieur de l'ascenseur, vitesse initiale est 0. Il monte, oui, il y a une vitesse dans ce cas-là, mais à ma situation finale, quand il est rendu à sa hauteur finale, il arrête, il n'y a plus d'énergie cinétique, maintenant il y a juste de l'énergie potentielle. Il a gagné de l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc le changement d'énergie ici serait égal à mg delta h. Hein? La force a été appliquée sur une distance vers le haut, donc le moteur a dû forcer pour monter l'objet, on imagine une vitesse constante, sur une certaine hauteur. Il a changé d'auteur, donc mon delta h. Ça a pris un certain montant de temps. On connaît la masse, on connaît G, on connaît le changement d'auteur, on connaît le temps. Donc je vais avoir 1,3 fois 10 à la 3 kg, 9,81 mètres par seconde carré, une hauteur de 40 mètres, et tout ça a pris 74,8 secondes. Donc on trouverait une puissance de 6819,786 watts grand W. En passant, faites attention dans la feuille de formule, soyez capable d'identifier entre les watts, un grand W, et le travail, un petit W. C'est extrêmement important, tu ne veux pas les confondre, ça va te causer des problèmes. Comme j'ai dit, souvent, quand on va parler de la puissance, des watts, c'est une petite quantité. C'est comme mesurer des choses en centimètres ou en millimètres. C'est pas toujours évident. Pas qu'on utilise des mètres, des kilomètres, ou dans ce cas ici, des kilowatts. Donc, j'ai 3 chiffres significatifs, 2 chiffres significatifs, 3 chiffres. Donc, puisque ma masse était seulement de 2 chiffres significatifs, je vais écrire 6,8 kilowatts. Donc, kilowatt veut dire que je divise par 1000, 1, 2, 3, 6,819, blablabla. Je veux seulement 2 chiffres significatifs, 6,8. Mon 1 me dit que je n'ai pas besoin d'arrondir. Ma puissance, ou la puissance du moteur de l'ascenseur, la puissance qu'elle est capable d'offrir, le montant d'énergie qu'elle est capable de donner par seconde, c'est 6,8 kW, ou 6,8 kJ par seconde. Hein, elle est capable de donner 6,8 kJ chaque seconde qu'elle est en train de fonctionner. La raison que j'ai dit qu'on va le faire 2 fois, c'est remarquer ceci. Si j'enlève mon delta T là, puis je le mets ici, delta T. J'enlève ça, je le mets ici, là, 74,8 secondes. Ça revient au même calcul. Ça revient à la même chose, sauf que cette fois, j'ai 40 mètres par 74,8 secondes. J'ai une hauteur par seconde, distance par seconde. J'ai une vitesse. Si on sait que la vitesse est constante, on peut appliquer une force, mg, fois une vitesse, delta h sur delta t. Donc, ce serait une deuxième façon de le résoudre qui revient essentiellement à la même chose. Ça revient exactement le même calcul. J'ai juste bougé ma fraction, j'ai juste mis ma division de delta t sur un de mes facteurs, qui ne change rien mathématiquement. Mais maintenant, on voit que c'est une force fois une vitesse. Donc, on revient avec la même réponse. On passe donc au rendement maintenant. Maintenant, pour le rendement. Le rendement, par définition, c'est un rapport. On est en train de comparer deux choses. Souvenez-vous que les rapports comparent deux quantités similaires. Donc, il faut que tu aies des unités de mesure similaires. Tu peux comparer des distances à des distances, des temps à des temps, des questions à des questions, des personnes à des personnes. Tu ne peux pas comparer des personnes à de l'argent, des distances par temps. Là, on parle d'un taux. Hein, quand on parle de deux différentes unités, on parle d'un taux. Peu importe, un rendement. Où d'autre est-ce que vous avez vu des rendements? Souvent, à l'école, on va parler des niveaux de rendement. Niveau 1, 2, 3, 4, R, R1, whatever. C'est un niveau de rendement qui représente un pourcentage. Donc, vous savez qu'en Ontario, nous autres, on donne des niveaux de rendement 1, 2, 3, 4, R, mais ensuite, on convertit ça en pourcentage. Donc, quand j'étais plus jeune, quand j'avais votre âge, tout c'était l'inverse. Tu recevais un rendement, un pourcentage, puis on convertissait ça en notes. De toute façon, le raisonnement était, il y a un nombre de questions réussites sur un nombre de questions total. Donc, imagine que tu as un test. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir le rendement. C'est quoi le rendement que tu as été capable d'atteindre? Donc, disons qu'il y a eu 100 questions et j'en ai répondu 80 correctement. Mon rendement serait de 80%. Okay? Ça serait mon rendement. Moi, je suis capable de répondre à 80% des questions de façon correcte. Ça, c'est une façon de comparer un rendement. Je compare deux choses identiques. Identiques dans le sens que c'est les mêmes quantités, c'est des questions par des questions, et je peux me sortir un pourcentage.
Le rendement en énergie. Quand on parle du rendement énergétique, on veut voir quel pourcentage de l'énergie est conservé dans une machine. Jusqu'à date, on a parlé de la conservation de l'énergie de façon très simple. C'est une approximation. L'énergie n'est jamais détruite ni créée. C'est vrai. Ça, c'est 100% vrai. Je ne vous mens pas de ça. C'est toujours vrai. On n'a jamais été capable de créer ni détruire de l'énergie. Ceci étant dit, dans un système qu'on considère isolé, donc imagine une balle qui est en train de bondir. Donc, je lui donne de l'énergie potentielle gravitationnelle initiale, je l'échappe, elle tombe, donc elle échange son énergie potentielle gravitationnelle pour de l'énergie cinétique en tombant. Elle va frapper le sol, la balle va se déformer, ça c'est de l'énergie élastique qu'on va voir l'année prochaine, et ensuite elle va rebondir. C'est comme ça que ça rebondit. Est-ce qu'elle va rebondir à exactement la même hauteur? Est-ce que toute son énergie a été conservée à 100%? Non. Il y a toujours des pertes d'énergie, et là je dis perte d'énergie avec des air quotes, là, perte d'énergie. L'énergie n'est pas perdue, elle ne disparaît pas, elle n'est pas détruite. Elle est transférée dans un autre système. Donc quand on parle juste de notre balle, ça c'est notre balle isolée. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, conservation 100% d'énergie, jusqu'à date c'est ce qu'on faisait. Maintenant on va parler de les petites pertes d'énergie. En réalité, ma balle n'est pas un système isolé. Elle est en train d'interagir avec l'air, elle est en train d'interagir avec le sol quand elle la frappe. Elle interagit avec plein de choses. Donc, elle peut donner de l'énergie. Pas nécessairement à perdre, mais la donner à son environnement. Quand la balle frappe le sol, elle va perdre un peu d'énergie. Comment est-ce qu'on le sait? Premièrement, on peut souvent entendre quelque chose. Donc, ça, c'est des vibrations dans l'air. C'est une forme d'énergie, de l'énergie sonore. Parfois, la balle elle-même, quand elle se déforme, quand elle squish, et ensuite elle reprend sa forme, ça, c'est des petites molécules qui sont en train de bouger et de se frotter une contre l'autre, qui causent de la chaleur, c'est de la friction, donc de l'énergie thermique. En frappant le sol, elle peut réchauffer le sol un peu, donc d'autres énergies thermiques. Si tu échappes, disons, un œuf ou quelque chose qui peut casser au lieu de juste se déformer, tu vas avoir une déformation permanente. Ça, c'est une autre forme d'énergie. Quand on casse quelque chose, on lui a donné tellement d'énergie que ça brise et tu entends un son, il y a des vibrations, il y a d'autres pertes. Donc, tout ça pour dire que la balle, quand elle bondit, elle ne va pas conserver 100% de son énergie. Donc, similairement, comme qu'on calcule le pourcentage de rendement d'un élève, on peut calculer le rendement d'une machine ou d'un processus physique. Donc, ça n'a pas besoin d'être une machine, ça peut être n'importe quoi. Genre une balle qui bondit, ce n'est pas une machine, mais c'est un bel exemple. Ce qu'on va souvent utiliser, c'est de l'énergie utile par rapport à de l'énergie totale. Donc, ça, c'est une façon de l'écrire. Dans vos notes, je crois qu'on utilise énergie utile et énergie produite. On dit énergie utile et énergie produite. J'ai aussi déjà vu énergie conservée et énergie initiale. Donc, il y a différentes façons de le voir, il y a différentes façons de le décrire, et ce qui est important ici, c'est de vraiment bien identifier les deux types d'énergie qu'on considère. Donc, on va faire quelques petits exemples. Remarque que j'ai des joules divisés par des joules. Les unités de mesure, il n'y en a pas. C'est ça un pourcentage, essentiellement un pourcentage ou un rapport. Ça n'a pas d'unité de mesure. Les unités s'annulent. Quand je dis que j'ai 80%, je n'ai pas 80% quelque chose. C'est juste un niveau de rendement. Je peux l'appliquer à mes questions, je peux l'appliquer à autre chose, mais le 80% lui-même, s'il n'y a pas d'unité de mesure. Le pourcentage n'est pas une unité de mesure. Le pourcentage représente sur 100. That's it. Donc, on va passer à quelques petits exemples, ça va aider à clarifier un peu. Puis ceci va traiter comme un petit segue à notre prochaine section de l'unité d'énergie, l'énergie thermique. Pour le rendement et la comparaison des énergies produites, les énergies utiles, énergie perdue, on va souvent avoir des petits diagrammes comme ça. Donc ici, j'ai montré un petit exemple simplistique qui va aller avec notre problème. J'ai de l'énergie produite. Donc imagine ça, c'est de l'énergie qui sort de la plug là, dans ta maison. Tu plugues ton toaster et tu vas tirer de l'énergie. Tu vas avoir de l'énergie produite par un barrage hydroélectrique quelque part ou une éolienne qui va produire de l'énergie. Elle va donner cette énergie-là à ta machine. Ton toaster, lui, sa job est de faire toaster une toast. Toaster un morceau de pain. C'est pas encore une toast, là. Donc, elle va chauffer son élément. Elle va faire griller le pain pour faire une toast. Elle va dépenser de l'énergie utile. Elle va faire sa job. Sa job, c'est de faire une toast. Problème. Pas toute l'énergie qu'on va lui donner va faire toaster mon morceau de pain. Il va avoir des pertes. La machine elle-même va commencer à chauffer. C'est pas vraiment utile d'avoir un toaster chaud. Le pain chaud, oui, mais d'avoir le toaster lui-même qui est chaud, c'est pas super important ou utile.
Ça se peut que ça commence à chauffer un peu l'environnement alentour. Ça se peut que ça déclenche l'alarme à feu à cause qu'il y a tellement de chaleur ou de la boucane. Donc, il y a des petites parties de l'énergie qu'on lui donne qui ne font pas un travail utile. On appelle ça des pertes. Donc, des pertes peuvent venir en différentes formes. On va en voir quelques-unes. Dans ce cas ici, ou dans le cas qu'on va voir, la majorité des cas vraiment, les pertes vont se voir surtout en chaleur, en énergie sonore, en énergie vibratoire ou en déformation. Donc, on peut revenir à la balle qui bondit. Là. J'échappe une balle de basketball, je l'entends quand elle frappe le sol, elle vient de donner de l'énergie pour faire ce son. Ça se peut que ça fait vibrer le sol un peu, que quelqu'un le remarque. Ça, c'est des vibrations dans le sol, c'est un mouvement, c'est une sorte d'énergie cinétique. On appelle ça de l'énergie vibratoire. Donc, elle a perdu de l'énergie là. La balle elle-même, une fois que tu joues assez longtemps avec, elle va chauffer à cause qu'il y a de la friction. Chaque fois que tu rentres en contact avec quelque chose, ça chauffe. Si tu as déjà joué au squash ou au racquetball, avant que tu peux vraiment commencer à jouer, il faut que tu réchauffes la balle. Il faut vraiment que tu la frappes, que tu joues avec pour un peu avant de pouvoir commencer ton jeu pour que la balle soit un peu chaude et elle bondisse plus facilement. Ça vient de la friction interne. Peu importe. Je veux juste faire remarquer qu'on donne un montant d'énergie. Ce n'est pas toute l'énergie-là qui va être utile. Il va y avoir juste une petite partie qui est utile et une partie qui est perdue. Quand on parle du rendement, on veut parler de la partie qui est utile. C'est pour ça que j'avais dit l'énergie utile par rapport à l'énergie totale ou l'énergie produite. Dans votre manuel, je pense que ça dit produite. Peu importe le vocabulaire que tu utilises, tu compares ce que tu as utilisé pour faire un travail utile à toi et l'énergie que tu as dû lui fournir. Donc, dans notre problème, on a le suivant. Un moteur électrique utilise 7,5 fois 10 à la 6 joules d'énergie électrique pour effectuer un travail de 6,4 fois 10 à la 6 joules. Quel est le rendement du moteur? Donc, le moteur électrique de notre machine, peu importe ce que c'est, va utiliser un montant et va produire un travail avec une partie de ce montant, mais pas 100% du montant et certainement pas plus que ce montant initial. Bon, le moteur électrique utilise 7,5 fois 10 à la 6. Ça serait mon énergie produite. L'énergie qui est en train de tirer va avoir 7,5 fois 10 à la 6 joules. Ma machine est en train de tirer 7,5 fois 10 à la 6 joules du mur, de la plug dans ta maison. Elle va faire un travail utile de, on dit 6,4 fois 10 à la 6 joules. Remarque que l'énergie utile est plus petite que l'énergie produite. C'est important, ça. C'est impossible d'avoir un rendement supérieur à 100%. Okay? Tu ne peux pas sortir de l'énergie d'un processus physique. Tu ne peux pas créer de l'énergie. Si tu as un rendement qui est plus haut que 100%, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Soit tu n'as pas les bonnes mesures ou tu es en train d'exploiter quelque chose qui fait en sorte que tu peux considérer un rendement plus que 100%, mais en réalité, ce n'est pas vrai. On va voir un exemple de ça un peu plus tard. Aussi, les machines physiques, autres que deux types que je peux considérer, ont toujours un rendement inférieur à 100%. En réalité, même là, je dirais que c'est toujours un rendement inférieur à 100% grâce à la deuxième loi de la thermodynamique. Laissez-moi vous revenir avec ça. Je vais vous donner un petit lien intéressant à écouter qui a à faire avec le rendement et les pertes d'énergie. C'est un peu déprimant, mais quand même super intéressant. De toute façon, maintenant, on va aller voir c'est quoi le rendement de ma machine. Le rendement, on veut le donner en pourcentage la vaste majorité du temps. Je vais voir c'est quoi le pourcentage que cette machine peut conserver, peut utiliser. Donc, l'énergie utile que cette machine a été capable d'utiliser, elle a fait un travail utile, 6,4 fois 10 à la 6 joules. Et l'énergie totale qu'elle a utilisée pour faire ça, c'était de 7,5 fois 10 à la 6 joules. Donc, pour faire 6,4 fois 10 à la 6 joules de travail utile, elle a eu besoin de plus d'énergie que ça, à cause qu'il y a eu des pertes. Ce qui nous donne un rendement de 0,853 périodiques. Ceci n'est pas un pourcentage. Ça, c'est un nombre décimal. Pour l'avoir en pourcentage, on multiplie par 100, on finit avec 85,3 périodiques pour 100. C'est bien, c'est moins que 100%, c'est bon. Ça, c'est une machine qui est extrêmement utile. Il y a peu de pertes. La vaste majorité des machines sont très, disons, inefficaces. Pensez à une voiture. Une voiture est en train de prendre une mini-explosion. Donc, dans une voiture conventionnelle, une voiture à combustion qui utilise de l'essence, tu es en train de prendre de l'essence qui brûle, qui fait une combustion, qui explose, et tu es en train de contrôler cette réaction dans un petit piston. Donc, ceux qui savent c'est quoi, comment fonctionne une voiture, tu as une explosion dans un piston, ça pousse le piston dans une direction. Tu fais ça avec plusieurs pistons à la fois, tu peux créer un mouvement de rotation qui fait tourner les roues.
C'est beau. C'est vraiment, vraiment cool la façon que ça fonctionne. C'est ingénieux. C'est fou comment awesome que c'est comme découverte, comme invention. Problème, ça fait du bruit pas mal. De nos jours, les voitures sont bien isolées, là, mais rouvre ta voiture et commence ta voiture, tu l'entends quand même beaucoup. Donc voilà beaucoup d'énergie qui est perdue. Deuxièmement, ça chauffe pas mal. Tu as juste commencé ta voiture l'été comme l'hiver, laisse-la runner pour un bon 15-20 minutes. Mets ta main dessus, ça va faire mal. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de perte d'énergie dans la chaleur. Vibration aussi, il y a plein de vibrations qui sont en train de se produire. Il y a plein de parties qui bougent, qui a de la friction à l'intérieur, entre elles, pardon, qui va faire ralentir, qui va faire chauffer les morceaux de ta voiture. C'est pour ça qu'on a besoin de mettre de l'huile et changer l'huile dans les voitures. Tous les morceaux qui sont en train de bouger un contre l'autre, surtout les pistons qui sont en train de bouger de haut en bas. Donc un piston, pensez genre un tuyau, puis un piston qui monte de haut en bas. Explosion le pousse vers le haut, on le repousse, explosion pousse vers le haut, on le repousse, explosion pousse vers le haut. Quand tu as plusieurs pistons qui fonctionnent ensemble, ça peut faire tourner des roues. Beaucoup de friction là-dedans. Il faut garder l'huile propre. Donc, on change l'huile. Le plus que tu utilises ta voiture, le plus que l'huile devient moins efficace. Donc, elle devient sale et elle diminue pas le coefficient de friction. Donc, il y a plus de friction, il y a plus de perte d'énergie en chaleur. En tout cas, je pense que les voitures, en général, ils ont un rendement d'environ 25% peut-être, chose de même. Pas grand-chose. On va aller voir le rendement de différents outils au travers de cette section, différentes machines. Entre autres, les panneaux solaires, je pense que eux autres aussi sont à environ 20%. Ils vont juste absorber une vingtaine de pourcents, environ 20% de l'énergie solaire, l'énergie lumineuse qui vient les frapper. Les éoliennes, eux autres ne sont pas pires. Je pense qu'ils sont plus proches à 40%. En tout cas, on va voir ça un peu en détail la prochaine fois. On fait un autre exemple du rendement. Une guitare électrique, c'est bien simple. En gros, ça va exploiter des phénomènes électromagnétiques qu'on va voir un peu plus en détail, soit à la fin de l'année ou l'année prochaine. Mais ce qui est important ici, c'est que l'énergie que je donne à ma guitare va faire un son. Donc, vous pouvez entendre le son, mais ce n'est pas très très fort. Ça n'a pas le son rock and roll que vous attendrez d'une guitare électrique. C'est pour ça qu'on doit utiliser un amplificateur pour amplifier le son. Ce que ça va faire, c'est que ça va prendre le son qui sort de ma guitare, qui sont quand même des vibrations. Il y a quand même un son quand je touche à les cordes de ma guitare. Ça va envoyer un signal électrique de la guitare à l'amplificateur qui, lui, va tirer de l'énergie du mur, d'une source d'énergie, et amplifier le son. Ça va prendre les petites vibrations d'un petit son bien doux et va l'amplifier pour un son plus fort. Donc, comme vous avez vu, évidemment, on peut amplifier le son, on peut le modifier aussi d'autres façons, afin d'avoir un plus grand volume, un plus grand énergie sonore. Donc, ce n'est pas l'énergie mécanique, potentielle, gravitationnelle ou cinétique, mais c'est un autre type d'énergie qui vient en jeu quand même quand on parle de rendement. Donc, le rendement s'applique pour n'importe quelle machine, soit que ça fait un travail mécanique, scier quelque chose, frapper quelque chose, bouger, ou faire un son, ou même pensez à vos laptops ou vos cellulaires. Ils ont un certain rendement. Donc, ton cellulaire, lui, il peut surchauffer, il peut avoir des pertes d'énergie. Techniquement, si ton cellulaire et l'écran fonctionne et tu ne l'utilises pas, c'est techniquement une perte d'énergie. C'est en train d'émettre de la lumière d'une façon non efficace. Donc, c'est une autre source de perte d'énergie. Donc, on fait un autre exemple qui a rapport avec les instruments de musique et ensuite on part du corps humain. Cet exemple, on a un musicien qui va utiliser un amplificateur, comme celui d'une guitare, de 500 watts pendant 10 minutes. Donc, n'oubliez pas, le watt, c'est des joules par seconde. Si on multiplie ça avec un temps, on revient à des joules, une quantité d'énergie. Ensuite, il va aussi utiliser un clavier qui utilise des watts, encore une puissance de watts de 320 watts pour 30 minutes. La question nous demande, quelle est la consommation d'énergie totale? Donc, combien d'énergie totale est-ce qu'il va avoir utilisé? Donc, ici, essentiellement, on va parler de l'énergie totale va être égale à l'énergie utilisée par l'amplificateur, plus l'énergie utilisée par le clavier. Okay? Tu me montres ça, déjà, tu comprends qu'il y a deux choses à considérer, il y a deux types d'énergie. Là, je te rappelle que P est égal à un changement d'énergie par rapport à un temps. Ça, c'est l'équation de base de la puissance. On aurait pu mettre travail ici. Travail, changement d'énergie, c'est synonyme. Donc, remarquez que le changement d'énergie est égal à la puissance fois le temps. Donc, si j'ai une puissance pendant un certain montant de temps, je peux savoir combien d'énergie a été utilisée. C'est quoi la variation d'énergie? Donc, on imagine qu'initialement, je n'utilisais pas d'énergie. Ensuite, j'ai utilisé de l'énergie, donc mon delta énergie, c'est puissance fois le temps.
cet intervalle de temps. Donc, l'énergie utilisée par l'amplificateur va être la puissance de l'amplificateur fois le temps utilisé pour l'amplificateur. Plus l'énergie du clavier va être la puissance du clavier fois le temps du clavier. Là, vous devez remarquer que j'ai donné le temps en minutes. Des watts, c'est des joules par seconde. C'est pour ça que c'est bien de mettre tes unités de mesure dans tes calculs. Ça se peut que tu remarques ça en faisant tes calculs. Oh crap, mes unités ne fonctionnent pas. Puis là, tu te corriges. L'amplificateur, c'est de 500 watts. Au lieu d'écrire des watts, je vais mettre des joules par seconde juste pour montrer là, que les unités s'annulent. Watts, ça remplace des joules par seconde. Fois 10 minutes. 10 minutes en secondes, c'est combien? Fois 60, ça nous revient à 60. Pardon, à 600 secondes. Plus le clavier, 320 joules par seconde pendant une durée de temps de 30 minutes. 30 fois 60 nous donne 1800 secondes. Et maintenant, on a juste besoin de calculer. Remarque que joules par seconde fois des secondes, les secondes s'annulent, il me reste des joules. Même chose avec mon deuxième terme. Je finis avec une réponse qui est strictement en joules. Et cette réponse est 876 000 joules. Comme j'ai mentionné la dernière fois, là, au début de la leçon, des joules, c'est quand même une petite unité de mesure. Un peu comme le gramme ou le centimètre. Donc, au lieu de parler juste de joules, on va souvent parler de kilojoules. Donc, si on met en kilojoules, divise par 1000, 1, 2, 3, 876 kilojoules. L'énergie totale utilisée par les deux instruments, par le musicien. À la prochaine exemple. Donc maintenant, on va parler du corps humain. Le corps humain, lui aussi, c'est un type de machine. On prend de l'essence, on mange de la nourriture, on respire de l'air, de l'eau, etc. Et on brûle ceci avec notre système digestif pour relâcher de l'énergie. Il n'est pas 100% efficace, il est vraiment... Bon, je sais quoi, je ne vais pas vous donner une opinion plus que ça. Parlez avec Mme Ketchar ou même Hankins, qui va probablement en savoir plus par rapport au corps humain et l'utilisation de son énergie. Mais pensez-y, tu prends de l'alimentation, de la nourriture, tu brises les liens chimiques, donc il y a de l'énergie potentielle à l'intérieur, tu relâches cette énergie et ton corps est capable de faire un travail avec. Donc, combien d'énergie est-ce que tu brûles par unité de temps peut être calculé. Pendant une journée, combien d'énergie est-ce que tu as brûlé? Pas juste ça, mais tu as aussi un rendement. Ton corps a un rendement de façon que tu as des pertes d'énergie. Il y a des choses que ton corps fait qui n'est pas super utile. Des fois, tu es en train de dégager de la chaleur quand tu n'aurais pas nécessairement besoin. Des fois, c'est extrêmement utile. Quand tu fais de l'exercice, c'est bien que ton corps dégage de la chaleur, sinon tu peux mourir. Si tu dégagerais aucune chaleur, tu peux surchauffer et mourir. Tu peux mourir d'une fièvre. Donc, c'est bien que ton corps le fait parfois. Des fois, ton corps va avoir des petits tics nerveux. Des fois, tu bouges ta main beaucoup. Tu fais des mouvements. Donc, ça, c'est des pertes d'énergie d'une certaine façon de le voir. N'oublie pas, l'idée des pertes d'énergie dépend toujours du contexte. Quelqu'un pourrait dire, ben moi, ça m'aide à bouger, donc c'est pas vraiment une perte d'énergie. Peu importe, c'est juste à dire que ton corps n'est pas 100% efficace. On va ici comparer deux activités. Une étude, quelqu'un qui étudie et quelqu'un qui joue au basketball pendant une durée de temps. Je pense que c'est de 20 minutes. Et on va aussi convertir en une autre unité de mesure qu'on appelle la calorie. Pour l'énergie, disons, à moins d'avoir un meilleur mot, l'énergie biologique, l'énergie accessible au corps humain ou de différentes substances alimentaires, on va souvent utiliser les calories. Les calories, dans le contexte physique, c'est synonyme c'est une autre façon de mesurer l'énergie. Un peu comme le joule calcule l'énergie aussi. Le joule remplace des newton-mètres. Ben, on pourrait remplacer ça par des calories avec un taux de conversion entre les deux. Allons-y. Donc, l'exemple nous pose. Compare la quantité d'énergie consommée si tu joues au basketball pendant 20 minutes et si tu étudies pendant 20 minutes. Utilise le tableau à la droite pour répondre à cette question. Donne ta réponse en kilocalories, puis ensuite, tu nous donnes le taux de conversion entre les kilocalories et 1 kilojoule. Donc, l'énergie, on avait vu dans la dernière question, si on revient à notre... Comme on avait vu dans notre dernière section, on a vu que la puissance, par définition, c'est une variation d'énergie par rapport au temps. Donc, si je veux retrouver de l'énergie, on doit multiplier la puissance par un certain temps. J'applique une puissance pendant un temps, je brûle de l'énergie. On connaît la puissance des deux activités. Donc, ils nous disent que dans le tableau, pour jouer au basketball, ça nous prend 800 watts de puissance.
800 watts. Donc, je dois brûler 800 joules par seconde pour jouer au basketball de façon efficace. Et on veut l'avoir pendant un temps de 20 minutes. Je ne veux pas des minutes-ci, je veux des secondes. Donc, 20 fois 60, 1200 secondes. Et on trouve l'énergie brûlée pendant 20 minutes de basketball. Donc, on va avoir 960 000 joules de brûlé. C'est combien de calories, ou plus précisément, combien de kilocalories? Donc, dans l'énoncé du problème, il nous donne la conversion de kilocalories à kilojoules. Donc, ils nous disent que 1 kilocalorie est égal à 4,187 kilojoules. Je n'ai pas des kilojoules ici. Donc, commençons à avoir des kilojoules. C'est une conversion facile à faire. On devrait l'être maintenant. Divise par 1000, j'ai 960 kilojoules. Maintenant que j'ai des kilojoules, utilisez la même méthode que je vous avais montré la dernière fois. Là. On multiplie par 1. Je ne veux plus des kilojoules, donc il faut que j'aille divisé par des kilojoules. Les deux vont s'annuler. Je veux des kilocalories. Des kilocalories. Des kilocalories ici. Maintenant, il faut que je rentre cette information ici à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, 1 kilocalorie est égale à 4,187 kilojoules. Donc, mes kilojoules s'annulent, il me reste seulement des kilocalories. Je vais prendre ma valeur de 960 et la diviser par 4,187, qui nous donne 229, 3 chiffres significatifs, 229 kilocalories, qui est quand même une mesure de l'énergie. Ce n'est pas l'unité de mesure standard internationale, mais c'est quand même de l'énergie qu'on vient de décrire à l'aide de kilocalories. Pensez à des mètres et des pouces ou des pieds. On peut convertir des unités de mesure dans des unités non standard internationales. Ça se fait, c'est correct, il n'y a rien de mal avec, mais quand on les utilise dans nos équations, la majorité de nos équations sont en fonction des unités standards internationales, donc on ne voudrait pas prendre ça et les mettre dans une autre équation qui utilise eux-mêmes les unités standards internationales. Il faut être consistant dans nos calculs. Donc, on revient, allons à l'étude maintenant. Quelqu'un étudie pendant 20 minutes. C'est la même démarche, sauf que cette fois, la puissance n'est pas de 800 watts, mais pour faire ses devoirs, étudier en position assise. C'est 210. Donc, je vais avoir 210 watts, encore pendant le même montant de temps, 1200 secondes, qui nous donne 252 000 joules, ou 252 kilojoules. Je peux appliquer la même méthode pour convertir, et on retrouve 60,2 kilocalories. Donc, pour étudier pendant 20 minutes, on va brûler 60,2 kilocalories, tandis que jouer au basketball, on va brûler 229. C'est beau, on passe à la prochaine question. Avant de faire notre prochain exemple, je vais vous montrer un taux de conversion qui va être utile pendant vos devoirs et possiblement pendant les évaluations. Donc, une chose que vous devrez être capable de convertir est entre les kilojoules et des kilojoules, oui, et des kilowattheures. Donc, je vais expliquer un peu plus. Un jour, vous allez avoir à payer des factures d'hydro. Donc, combien d'électricité est-ce que tu utilises pendant un mois? Donc, de l'électricité électrique, tu vas payer ça. On appelle ça payer l'hydro à cause que c'est largement de l'électricité hydroélectrique au Canada. Hydro One, Hydro Berry, Hydro, peu importe, là, ça c'est l'hydro, ça c'est l'énergie électrique qui vient à ta maison. Le Canada, pour des raisons évidentes, là, on a plusieurs rivières, on est capable de tirer beaucoup d'énergie de l'hydroélectricité. On va aller voir ça en plus de détails dans l'unité d'électricité et magnétisme. Peu importe. Quand tu reçois ta facture, tu es en train de payer pour l'énergie électrique. Donc, tu penserais que ça serait donné en joules, ou en kilojoules, ou en mégajoules, peu importe. Ce n'est pas le cas. Quand tu vas payer ta facture, c'est donné en kilowattheure. Pourquoi des kilowattheures? Premièrement, des kilos à cause qu'on utilise des grandes quantités. Puis la notation scientifique, là, fois 10 à la 5, fois 10 à la 8. Regarde, vous venez juste de l'apprendre. Certains de vos parents ne vont pas comprendre, ils sont des scientifiques ou ils travaillent en génie. Là. La population en général ne comprend pas la notation scientifique. Donc, ils ne vont pas mettre, tu as utilisé 5,0 ou 5,0000 fois 10 à la 4 joules d'énergie. Donc, ils vont l'écrire en kilojoules. Donc, allons voir, en kilowattheure. Puis allons voir pourquoi des kilowattheures. Des watts, c'est des joules par seconde. On avait vu, c'est ça la définition. L'unité du watt, ça remplace des joules par seconde. Des kilowatts, ça va remplacer des kilojoules par seconde. Jusqu'à date, là, sur mes deux côtés, je ne parle pas d'énergie. Je parle de puissance. Je parle d'un montant d'énergie par seconde.
Sur ta facture d'électricité, tu ne vas pas payer des joules par seconde, tu veux payer combien de joules? Quelle quantité d'énergie est-ce que j'ai utilisé? Donc, tu ne veux pas de la puissance, tu vas avoir l'énergie que tu vas utiliser. Comment est-ce qu'on retrouve de l'énergie? C'est très simple. J'ai des kilojoules par seconde. Moi, j'aimerais juste avoir des joules. J'aimerais juste avoir des kilojoules, des joules. C'est quand même des joules, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par des secondes. Je vais multiplier par un temps. Donc, on multiplie par un certain temps. Le problème est, des kilojoules par seconde, là, combien de kilojoules par seconde que tu utilises, ça serait long. Donc, c'est vrai, on revient à des kilojoules. Au lieu d'avoir des secondes, on va utiliser des heures. Donc, on va mettre des kilowatts-heures. Là, je n'ai pas fait fois des secondes ici. J'ai fait fois 3600 secondes. On sait que ça, c'est égal à ça. Donc, fois 1 heure, c'est fois 3600 secondes. Donc, 1 kilowattheure est égal à 1 kilojoule par seconde fois 3600 secondes. Donc, 1 kilowattheure, je vais changer ici, j'ai juste rajouté mon heure, j'avais rajouté 1 heure en temps, me revient à 1 fois 3600, donc 3600. Mes secondes s'annulent, il me reste juste des kilojoules. Donc, 1 kilowattheure est égal à 3600 kilojoules. Donc, ça va être important pour notre prochain problème et au fur et à mesure de l'unité. Donc, ça se peut que tu aies besoin d'avoir ça. Écris-le quelque part que tu ne le perds pas. Écris-le sur la feuille de formule si tu veux. Donc, notre prochain problème va parler d'un réfrigérateur qui fonctionne 5 heures par jour. La raison qu'on dit qu'il fonctionne 5 heures par jour, c'est qu'en général, ton réfrigérateur ne fonctionne pas tout le temps. Des fois, dans ta maison, ça se peut que tu entendes un clic, puis ensuite, tu entends un moteur qui commence à faire du bruit dans ton réfrigérateur. Ça, c'est le compresseur qui commence à diminuer la température à l'intérieur. Mais autant que la température est à une température acceptable, donc 4-5 degrés, le compresseur n'a pas besoin de fonctionner. Tu n'as pas besoin de constamment être en train de refroidir ton réfrigérateur. Il est conçu pour garder la température constante. Si tu rouvres la porte chaque 5 minutes, possiblement dernièrement pendant l'isolement social, là, tout le monde reste à la maison, on fait rien que manger. Si tu rouvres la porte trop souvent, la température à l'intérieur monte, donc elle augmente, et le moteur doit fonctionner pour diminuer la température. On va voir comment la température est diminuée par un compresseur plus tard dans cette unité. Pour tout de suite, sachez qu'il faut que tu plugues ton réfrigérateur pour qu'il fonctionne, il faut qu'il tire de l'énergie, et il va fonctionner en général environ 5 heures environ par jour, disons. Donc, j'ai un réfrigérateur de 450 watts. Donc, il me donne la puissance, 450 watts de puissance. Et il fonctionne pendant 5 heures par jour. Okay? Maintenant, ça nous demande détermine la consommation énergétique pour un jour. L'énergie va être la puissance fois un montant de temps. La puissance est de 450 watts pendant 5 heures. Là, des watts, c'est des joules par seconde. Là, j'ai 5 heures. J'aime pas ça. Je veux garder mes unités de façon utile, donc consistante. Donc, 5 heures, je vais faire fois 3600 secondes pour avoir mes secondes. Donc, le montant d'énergie totale utilisé, donc 8 100 000. Donc, 8 100 000 joules. Là, il demande de l'exprimer. Donc, 8 100 000. Des joules, c'est pas évident à utiliser. Donc, on pourrait le dire en kilojoules. Donc, delta E est égal, divise par 1000, je vais avoir 8100 kilojoules, qui est quand même un grand nombre, mais c'est pas si pire. Pour la partie B, ça nous dit détermine la consommation annuelle en kilowattheure. Donc, allons trouver c'est quoi la consommation annuelle, juste dans un an. Puis allons voir c'est quoi en kilowattheure. Donc, pour un an, si ça c'est pour une journée seulement, ben pour un an, je vais prendre delta E pour l'année. Ça va être égal à 365 delta E, en général pour une journée. Donc, 365 fois 8100 kilojoules nous donne 2 956 500 kilojoules. C'est bien des kilojoules. Okay? Donc, ça brûle beaucoup d'énergie. On veut l'avoir en kilowattheure au lieu. Souvenez-vous de la conversion de kilowattheure. 1 kilowattheure est égal à 3600 kilojoules. Donc, conversion, je ne veux plus des kilojoules, je veux des kilowattheures.
Et je sais que 1 kWh est égal à 3600 kJ. Donc, on fait la division. Donc, pour l'année, la consommation du réfrigérateur est de 821,25 kWh. Si on prend en considération nos chiffres significatifs, j'ai 2 chiffres pour le temps, j'ai 3 chiffres pour la puissance, donc 2 chiffres significatifs. 820 kWh. Donc, 820 kWh, c'est quelque chose qui est plus utile à voir que 2 956 500 kJ, ou même pour une journée, 8100 kJ. C'est des grands nombres. Quand on voit des kilowattheures, c'est des chiffres qui sont un peu plus faciles à comprendre. Pas juste ça. Remarquez que quand on a des habitudes ou des façons que les personnes sont habituées à faire, là, ils ne veulent pas changer. Si on regarde le système impérial aux États-Unis, la grande raison pourquoi ils n'utilisent pas le système métrique, c'est à cause que tout est déjà organisé pour être basé sur le système impérial. Donc la tradition, disons, est dure à briser. Donc oui, ça serait un peu plus facile ou évident à parler de joules quand on parle d'énergie, mais étant que le vocabulaire a déjà été établi en kilowattheure, c'est ce qu'on utilise. Donc c'est tout pour cette section. Ceci termine la partie du rendement et de la puissance. Je sais que c'est un peu long. Vous allez voir que ces concepts vont revenir un petit peu lorsqu'on les applique à l'énergie mécanique, donc cinétique et potentiel gravitationnel, ainsi quand on va parler de l'énergie thermique qu'on va faire la semaine prochaine. Donc, c'est tout. Si vous avez des questions, posez-les. C'est tout nouveau, donc je m'attends que j'aie quand même quelques questions. Ouais. À la prochaine.